il est enfin là. Le tournoi Destination qui commence ce week-end après plusieurs mois après la Coupe du Monde. On va pouvoir enfin voir cette équipe de France nouveau cru dirigée par Fabien Galtier. Salut à tous, c'est le Coq Ovale et je suis très content de vous retrouver afin de parler du tournoi Destination. Mais avant de parler de l'équipe de France masculine, je vais aborder le tournoi des équipes féminines et des U20. Car oui, ces équipes, on l'oublie, disputent le tournoi également. Et même pendant les années moribondes du 15 de France, ces équipes ont eu des très bons résultats et ils nous ont fait plaisir à voir. Concernant nos U20, nos doubles champions du monde en titre seront vraiment attendus par les autres nations. Mais on a beaucoup de renouvellement dans cette équipe. Ainsi, Exit, les Carbonel, Gérassi, Gros, Collingar, Zeger, Pinto et j'en passe, qui sont trop vieux pour cette sélection des moins de 20 ans et certains font même partie de la liste des 42 de Fabien Galtier. Cependant, on retrouve certains anciens dans le groupe comme le fabuleux Jordan Joseph du Racing 92, double champion du monde qui a un énorme potentiel et qui est capable de gestes complètement fous sur le terrain. C'est vraiment un rugbyman hors norme qui va guider cette nouvelle génération et que j'ai hâte de retrouver avec les U20. Mais on retrouve aussi Mathias Haddad. L'avantage de cette équipe, c'est que cette année, elle reçoit les Irlandais et les Anglais qui nous avaient battus lors du tournoi l'année dernière. Donc, même si on a beaucoup de nouveaux dans cette équipe, elle a le potentiel, avec ses anciens joueurs et ses nouveaux joueurs prometteurs, d'aller loin dans ce tournoi. Chez les féminines, on a toujours ce déséquilibre entre la France et l'Angleterre et les autres nations, même si les Italiennes nous avaient battus l'année dernière, il est vrai. Le tournoi se jouera très certainement contre l'Angleterre lors de la première journée à Pau. On a une rivalité qui est très importante avec l'Angleterre, qui est quand même un ton au-dessus que la France, il faut l'avouer, puisqu'elles ont remporté les 3 dernières confrontations face à nous, même si l'année dernière, la victoire était indiscutable, 41-26. Les 2 victoires des Anglaises lors de la tournée de novembre ont été marquées par plus de réalisme chez les Anglaises qui ont marqué avec une plus petite marge, mais les Françaises ont montré vraiment du beau jeu. Et c'est une équipe qui est capable de tout comme battre les Black Ferns, première nation mondiale. De plus, c'est une équipe vraiment très agréable à regarder qui propose du très bon jeu avec des arrières très inspirés comme Pauline Bourdon ou Jessie Trémouillère, mais aussi des très bons avants comme Safi Ndiaye ou Romane Ménager. J'espère qu'elles iront loin dans ce tournoi qui permettra de se préparer pour le véritable objectif qui est la Coupe du Monde de rugby 2021 en Nouvelle-Zélande. Parlons de l'équipe masculine. Enfin, l'équipe de France de Fabien Galtier et de Raphaël Ibanez va pouvoir se jauger face aux plus grandes nations de l'hémisphère nord. Car la France n'a obtenu qu'un seul podium depuis 2016 sous Guy Novès. Et on se rappelle bien de ce match contre les Gallois qui a été gagné dans la douleur. Concernant l'effectif, la liste des 42 joueurs de Fabien Galtier montre une direction claire, avec un groupe de joueurs jeunes, 24 ans de moyenne et peu expérimentés avec seulement 8,4 sélections de moyenne. Et également 19 joueurs non capés sur les 42. 19 joueurs non capés sur 42 joueurs, c'est énorme, surtout par rapport à nos adversaires. Et ça fait même bizarre de se dire maintenant que Gaël Ficou est le joueur avec le plus de sélections
dans ce groupe, ce qui donne un véritable coup de vieux, il faut l'avouer. Si la volonté est forte de faire table rase du passé en écartant les trentenaires comme Yoann Huget, Maxime Médard, Camille Lopez ou encore Sofiane Guitoune, c'est aussi un peu pour écarter cette génération maudite du rugby français qui n'a pratiquement connu que des défaites et de créer un groupe capable d'aller jusqu'en 2023. Car Fabien Galthié le sait bien, que la continuité est essentielle dans une sélection nationale qui a connu vraiment trop de changements dans son effectif ces dernières années. Et de même, cela permettra de se dédouaner si les défaites sont trop nombreuses, en prétextant qu'il est en train de créer un groupe qui a besoin d'expérience. Il faut avoir conscience également que tous ne vont pas jouer le tournoi. Et même pas du tout avec l'équipe de France. Peut-être certains vont jouer seulement pour la tournée d'été ou pour la tournée de novembre. Mais avoir 42 joueurs mobilisables permet de mieux organiser les séquences d'entraînement et de responsabiliser certains joueurs qui ont la capacité d'émerger comme Gros, Gérassi, Woki à ce niveau et aux attentes de l'équipe de France pour être prêts dans le futur et peut-être ils vont participer par la suite à la tournée d'été ou de novembre. Ils auront déjà intégré ainsi le projet de jeu de l'équipe de France. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir prochainement Woki, Gérassi, Gros, Vincent et Carbonel qui m'ont marqué dans les U20. De même, on retrouve quand même des joueurs expérimentés à tous les postes et il faut avoir conscience que Galthié ne va pas faire jouer une équipe complètement inexpérimentée. Cependant, l'absence de certains cadres à certains postes m'inquiète quand même parce qu'on a par exemple Slimani, pilier droit, qui a été indispensable ces dernières années avec l'équipe de France et qui le montre encore avec Clermont lors du dernier match avec les Harlequins et qui est vraiment un joueur essentiel en mêlée. Car oui, si nos arrières et nos troisième lignes sont vraiment bons et prometteurs et qu'on a une profondeur de banc à ces postes-là, le vrai problème de l'équipe, ce n'est pas de qui on va mettre en 10. Ça, c'est un faux problème et je pense qu'on parle trop de ce sujet-là. Le véritable problème de cette équipe de France, c'est plutôt la question de notre 5 de devant. Est-ce qu'il va tenir le coup? On veut un paquet d'avant méchant, agressif, un paquet d'avant qui va être respecté. Alors, si Galthié parle de paquet d'avant agressif, il faut rappeler que notre conquête a été inexistante et nos avants se sont fait manger par l'Angleterre et l'Irlande au dernier tournoi. En plus, on a les blessures de Kamisha, d'Anthony Etriard et de Dorian Aldeguerri en première ligne et ainsi on a un manque d'expérience au niveau international qui sera très important au talonnage et en pilier droit avec Julien Marchand qui a seulement 2 sélections, Movaka 1 sélection et Demba Bamba 7 sélections à ses postes et derrière on n'a que des novices alors que c'est des postes qui demandent de la bouteille. Mais en seconde ligne c'est pire. Avec le départ de Vahamina, le poste de 5 va être dur à remplacer, surtout que Willem C et Taofi Finnois n'ont jamais pu s'imposer en équipe de France et véritablement concurrencer Vahamina, même si Boris Pallu, joueur du Racing 92, 24 ans, sélectionné pour la première fois, est en train de prendre une nouvelle dimension par son athlétisme et pourrait s'imposer dans ce poste vacant, surtout qu'en 4, on trouve un joueur de son club, Bernard Leroux, qui est le seul trentenaire du groupe qui a réalisé une bonne Coupe du Monde donnant confiance à ce poste, même si il joue plutôt flanqueur avec son club en ce moment. On retrouve derrière Cazot et Gérassi qui sont jeunes et inexpérimentés en équipe nationale. Bref, avec un manque de réservoir en 2, 3 et 5, cette équipe risque d'avoir un gros déficit de puissance. Donc, mon inquiétude par rapport à cette équipe, c'est la conquête. Car c'est beau d'avoir d'excellents arrières,
mais si on n'a pas le 5 de devant qui va chercher le ballon en touche, qui gagne les mêlées, qui prend le ballon dans les rucks et qui n'a pas ce dynamisme demandé aujourd'hui dans le jeu, on risque encore de subir énormément face à nos adversaires comme l'année dernière. Et de même, la fin des matchs risque vraiment d'être à nouveau très difficile pour nos Bleus, avec des remplaçants dont une partie n'est pas expérimentée au niveau international. Je pense au poste de pilier droit qui on va mettre derrière Bamba, et on sait bien que se mettre à ce niveau-là est vraiment très difficile. D'ailleurs, beaucoup de joueurs sélectionnés jouaient encore en Pro D2, voire en Fédéral 1 il n'y a pas si longtemps. Et passer au niveau international, c'est vraiment franchir un cap bien plus supérieur que celui du top 14 et même de la Champions Cup. Et on l'a vu, notamment par le passé, que certains joueurs n'arrivent pas à franchir ce cap, et même si ils brillent en top 14. Et de même, après une Coupe du Monde où cette équipe a laissé des sentiments très divers, avec des matchs décevants face au Tonga ou aux États-Unis, des débuts enthousiasmants face à l'Argentine et au Pays de Galles, avec des fins de match angoissants face à ces équipes, il faut avoir conscience que oui, l'équipe de France a peu progressé et surtout n'a pas prouvé qu'elle peut aujourd'hui rivaliser avec l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles, ces trois nations qui se sont partagées le tournoi ces dernières années. Mais si l'équipe de France veut se relancer et à nouveau se réaffirmer dans le rugby international, c'est véritablement le tournoi ou jamais. Car si on regarde le calendrier, on constate que l'équipe de France reçoit 3 matchs sur 5, avec des réceptions et des déplacements qui peuvent paraître ô combien stratégiques et abordables. Enfin, les Anglais vont passer. Surtout après l'annulation du crunch de la poule de la Coupe du Monde à cause du typhon Hagibis qui nous a laissé un goût très amer. Et oui les amis, quel match d'intronisation à ce tournoi et à ce staff que celui face à nos plus grands rivales et aux finalistes de la Coupe du Monde, l'Angleterre. Alors oui, l'équipe d'Eddie Jones impressionne en livrant une demi-finale monumentale face à des All Blacks irreconnaissables. Mais cette équipe peut aussi complètement déjouer au moment où elle semble dans son état de grâce. On peut penser au tournoi 2017 où les Anglais, après avoir fait un grand chelem en 2016 et en ayant remporté ses 4 premiers matchs, vont perdre le dernier match face aux Irlandais. Et en plus, on avait retrouvé déjà sur internet des t-shirts qui avaient préparé la célébration de ce grand chelem qui n'a pas eu lieu. Pire, lors du tournoi 2018, les Anglais vont terminer avant-dernier en concédant 3 défaites de suite. Parmi ces défaites, on compte celle face à la France au Stade de France où il y avait Mathieu Bastaro et Lionel Boxis dans les 23. Et oui, ça peut paraître si lointain. Et enfin, l'année dernière, les Anglais vont perdre une deuxième fois de suite la Calcutta Cup face aux Écossais en concédant le nul alors qu'ils menaient 31-7 à la mi-temps. Et également, on peut penser à la finale de la Coupe du Monde où les aspirations des bourreaux des All Blacks à un deuxième titre ont été écrasées par le pack monstrueux sud-africain. Par ailleurs, le rugby anglais est touché par l'affaire des Saracens. Le club londonien est le véritable poumon de l'équipe d'Angleterre, comme peut l'être le Leicester pour les Irlandais. Et avec cette affaire qui prend un tournant encore plus catastrophique avec la relégation effective du club et le départ du président Nigel Way. D'ailleurs, Eddie Jones a laissé du temps aux joueurs afin de se réunir et de s'exprimer sur cette situation pour qu'elle n'ait pas d'incidence sur le groupe anglais. Ainsi, cette affaire du club anglais phare des années 2010 ébranle véritablement le rugby anglais qui prend une nouvelle tournure avant le tournoi, puisque la relégation du club triple champion d'Europe peut-être déstabiliser la sélection nationale au mental qui
par le passé, a pu paraître fragile. Après, il faut pas se le mentir, les Anglais sont bien favoris de cette rencontre et sont bien mieux préparés et armés que les Français. Cependant, malgré la présence d'Eddie Jones, on assiste à pas mal de changements avec 8 changements par rapport à la Coupe du Monde dans le groupe, mais également dans le staff où il y a eu pas mal de changements et où l'on retrouve l'ancien adjoint du coach sud-africain champion du monde Rassie Erasmus, Matt Proudfoot. Également, on a l'absence de joueurs cadres comme Billy Vunipola qui s'est blessé, mais également on a aussi Jacques Noël et Henry Slade qui ne font pas partie de ce groupe. En bref, si l'Angleterre est favorite, on se rappelle notamment du match de l'année dernière à Twickenham qui a été vraiment douloureux pour les Français, où ils n'ont pas existé. Mais on se rappelle également du match de 2018 où la France l'a emporté. Ainsi, la France peut profiter des moments d'égarement du 15 de la Rose et de la zizanie du rugby anglais pour s'imposer. Et qu'est-ce que ça serait beau et symbolique de voir ce staff et cette nouvelle génération commencer son ascension par un crunch remporté face aux hommes d'Eddie Jones. Mais ça sera très difficile dans tous les cas et les Anglais sont largement favoris et supérieurs sur le papier. Passons à nos rivaux latins, car après avoir reçu les Anglais, la France recevra ensuite les Italiens. Malgré un déclin du rugby français cette décennie précédente, le 15 de France sauve toujours l'honneur en s'imposant à domicile face à nos voisins transalpins et aussi grâce à des coups de chance face à un drop de Sergio Parisse. Alors oui, perdre contre les Italiens serait une véritable désillusion pour le staff de l'équipe de France, surtout si la journée précédente elle a déjà perdu contre les Anglais. Il faudra cependant se méfier de la Squadra Azzurra qui cherchera à se relancer avec l'appui d'un nouveau sélectionneur par intérim, Franco Smith. Ancien Springboks qui connaît bien l'Italie pour avoir joué et entraîné le Benetton Trévise de 2007 à 2013 et qui fut l'assistant de l'entraîneur des Springboks Alistair Coetzee en 2017. Il s'appuiera sur un socle solide de joueurs jouant dans les deux franchises de Pro 14, les Zèbres de Parme et surtout Benetton Trévise qui, rappelons-le, a battu le Loup en Champions Cup. Et seuls 3 joueurs ne font pas partie de ces clubs et on retrouve parmi eux l'immense Sergio Parisse. Mais celui-ci a décidé de terminer sa carrière par un match à Rome comme il l'avait souhaité par le dernier match du tournoi Destination contre les Anglais. Donc attention à cette équipe qui se connaît bien mais qui devra chercher quand même de nouveaux leaders en l'absence de son capitaine historique. Enfin, la revanche. C'est le match que j'attends le plus du tournoi, encore plus que le crunch pour moi cette année. C'est bien sûr le déplacement à Cardiff au Principality Stadium, l'antre du Pays de Galles ayant fait le grand chelem l'année dernière et surtout qui nous ont éliminés en Coupe du Monde. Car je ne sais pas vous, mais ce match de la Coupe du Monde me reste au fond de la gorge. On va pas revenir sur le déroulé de celui-ci et j'ai un profond respect pour le Pays de Galles, grande nation du rugby, mais j'aimerais tellement que l'équipe de France gagne ce match. Il est véritablement important. Le gagner puisqu'il faut enfin faire le deuil de cette élimination. Car la France n'y arrive pas avec le Pays de Galles. On peut repenser bien sûr au tournoi de l'année dernière qui nous a échappé vers la fin à nos Bleus et même depuis 2012, la France n'a gagné qu'une seule fois face aux 15 de Poirot, mais pratiquement toujours avec moins de 10 points d'écart, à l'exception de 2014. Et ça fait même 10 ans que la France n'a pas gagné à Cardiff. Et c'est l'année ou jamais pour bien sûr franchir un cap, mais aussi parce que
la France a cette année une carte à jouer dans ce déplacement à Cardiff. C'est la présence de Shaun Edwards dans le staff qui a forgé la défense de fer galloise de 2008 à 2019. Et d'ailleurs, si les Gallois gardent leur ossature avec seulement 5 nouveaux joueurs, dont il faudra surveiller la pépite de Gloucester, l'ailier Louis Rees-Zammit, et avec la présence encore d'Alun Jones, véritable leader de cette nation, c'est quand même la fin d'un cycle avec le départ de Warren Gatland qui était en place depuis 2008 et qui a permis au rugby gallois de remporter 3 grands chelems, mais surtout de se forger une véritable identité d'une équipe dure au corps, solidaire, se nourrissant des erreurs des adversaires, très solide défensivement, au mental d'acier, leur permettant de gagner des matchs ô combien difficiles. Mais le nouveau sélectionneur Wayne Pivac, qui fut entraîneur des Scarlets et qui connaît ainsi bien le rugby gallois, va se nourrir de cette identité. D'ailleurs, on retrouve l'ancien capitaine de l'équipe Sam Warburton qui intègre le staff en tant que consultant de la défense. Ainsi, s'il ne sera pas si facile pour le Pays de Galles de tourner la page de Warren Gatland, elle garde un groupe solide quand même et elle poursuit sur ses acquis. Ainsi, c'est à la France de profiter quand même de ces changements pour prendre sa revanche et enfin tourner la page de ce quart de finale. Vous l'aurez compris, ce match pour moi il est vraiment très symbolique. C'est le plus important de l'équipe de France dans ce tournoi Destination et je serais vraiment heureux si la France gagne ce match, encore plus que si elle gagne le crunch. Autre déplacement qui sera pas facile, celui d'Édimbourg, où la France n'a pas réussi à gagner depuis 2014. Alors bien sûr, l'Écosse qui a été décevant en Coupe du Monde peut paraître moins armée pour le tournoi que ses voisins de Grande-Bretagne, mais il ne faut pas sous-estimer le mental écossais, surtout chez lui, qui est capable lors des grands jours de soulever des montagnes. Car oui, malgré une année 2019 décevante et la retraite internationale d'un joueur vraiment très important dans l'effectif de Gregor Townsend, c'est la retraite internationale de Greg Laidlaw. De plus, son acolyte de toujours, Finn Russell, ne jouera pas le début du tournoi pour avoir été en retard à l'entraînement après avoir trop bu la veille. Mais l'Écosse a des véritables qualités, même si comme l'Italie, le 15 de Chardon se base sur des joueurs venant des 2 provinces de Pro 14, surtout les Glasgow Warriors, mais aussi la province d'Édimbourg. On a également Stuart Hogg, promu capitaine, dont son arrivée à Exeter Chiefs lui a fait du bien. Ainsi, il faudra se méfier de cette équipe qui est une équipe séduisante, capable de grandes choses et qui cherche plus de stabilité et à remporter le tournoi qu'ils n'ont plus gagné depuis 1999. Cette équipe garde son identité par le sélectionneur Gregor Townsend, mais aussi par ses joueurs, et ce sera vraiment très difficile pour nos Bleus de battre les Écossais à Murrayfield, mais ils n'en sont capables. Autre confrontation qui nous reste au travers de la gorge, celle contre l'Irlande. Alors oui, la France n'a pas existé l'année dernière à Dublin, ayant perdu 26-14, et en plus il y a 2 ans de cela, la victoire nous a échappé après un final digne d'un film d'Hollywood avec le drop de Jonathan Sexton qui a donné la victoire aux 15 de trèfle après 40 phases de jeu alors que les 80 minutes étaient passées. Ce match sera très certainement celui le plus centré sur nos avants qui avaient tellement dominé les nôtres l'année dernière. Pour les Irlandais, si après une année 2018 incroyable avec 11 matchs sur 12 remportés, l'année 2019 fut très décevante avec une nouvelle élimination en quart de finale de Coupe du Monde et des défaites contre les Anglais qui font mal. Car le 15 de trèfle
repart sur des nouvelles bases. En se basant surtout sur la province du Leicester, qui est sans conteste la meilleure d'Europe, car elle est invaincue depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, et c'est la seule équipe à s'être qualifiée au bout de 4 journées en Champions Cup de toute son histoire. Mais surtout en ayant un nouveau sélectionneur qui est Andy Farrell. Le père d'Owen Farrell, ancienne gloire du rugby à 13, qui a d'ailleurs passé à la fin de sa carrière au rugby à 15 chez les Saracens où il a été entraîneur. On comprend pourquoi ce club est aussi important pour cette grande famille du rugby. Il a été entraîneur adjoint de l'Angleterre, des Lions britanniques et de l'Irlande de Joe Smith, où il prend la relève en devenant le sélectionneur. Ainsi, il faudra compter sur l'Irlande qui a été piquée à vif l'année dernière et qui va tout faire pour rebondir cette année avec Johnny Sexton en capitaine et une équipe expérimentée avec seulement 5 nouveaux joueurs. Vous l'aurez compris, ce tournoi 2020 est très différent pour l'équipe de France qui cherche depuis des années à se sortir de sa spirale déclinante. Avec un nouveau staff, des nouveaux joueurs prometteurs et un calendrier abordable et symbolique, c'est l'année ou jamais pour nos Bleus. L'année pour renaître, pour exister, pour prouver aux Anglo-Saxons que l'on existe encore et que le coq peut toujours jaillir au moment où on ne l'attend pas. Mais les personnes qui suivent l'équipe de France depuis des années savent que les mauvais résultats sont le fruit d'un mal vraiment très profond et qui sont vraiment très ancrés dans le rugby français. Ainsi, il n'existe pas de remède miracle face au mode d'équipe de France et en plus, le staff de Fabien Galtier a une mission bien délicate et ce n'est pas en changeant le staff ou l'équipe que tout va se résoudre. Loin de là. Ainsi, prétendre que l'on pourrait gagner le tournoi alors qu'on est seulement la 8e nation mondiale et qu'on a un groupe qui est très jeune, très nouveau, inexpérimenté, serait vraiment très présomptueux. Et au-delà du classement, lors de ce tournoi, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un véritable contenu, c'est de voir où cette équipe peut aller. Ce qui peut être satisfaisant dans cette équipe, c'est de créer un socle de joueurs, de jouer dans la continuité, d'arrêter de changer de charnière à tous les matchs, de se rassurer sur la conquête, d'avoir du réalisme, d'avoir une véritable identité et un vrai plan de jeu enfin, et de gagner des matchs aboutis sur 80 minutes où on arrête de se faire peur lors de la deuxième mi-temps inutilement, mais aussi gagner des matchs symboliques comme gagner des matchs à l'extérieur et aussi de battre des équipes dans lesquelles on a du mal à les battre. C'est déjà beaucoup pour cette équipe, mais déjà à l'issue de ce tournoi, avoir déjà un véritable contenu, d'arrêter de subir face aux grandes équipes et gagner des matchs à notre portée, ça serait déjà vraiment pas mal pour l'équipe de France. Surtout que l'on se rend compte qu'avec les nouveaux sélectionneurs et encore plus avec celui-ci, les espérances placées en cette équipe sont grandes et les désillusions pourront l'être tout autant si les mauvais résultats continuent à s'enchaîner, surtout avec un sélectionneur qui par son passé a semblé perdre son sang-froid et l'appui de son entourage lorsque les résultats ne furent pas aussi bons qu'escompté. Ainsi, il sera vraiment très important d'attacher de l'importance surtout au contenu et d'être patient vis-à-vis de ce nouveau staff et de cette sélection qui est très inexpérimentée. Cette sélection cherche surtout à avoir une nouvelle dynamique et il faut être conscient de cela et être patient. On espère ainsi voir quand même un très bon tournoi pour notre équipe de France et pour nos équipes de France, puisqu'il ne faut pas oublier nos équipes féminines et des U20. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur le staff de Fabien Galtier, je vous conseille de la regarder. Et on va continuer aussi à suivre le 15 de France. Alors, pour cela, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de mettre la cloche. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram.
et j'essaye vraiment de vous proposer sur ces réseaux quelque chose de différent. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et Twitter. Merci en tout cas pour votre soutien, merci à ceux qui me partagent. C'était le Coq Ovale, à la prochaine.